Et venons-en au marché boursier avec Nicolas Chéron, à nos côtés en plateau également, stratégiste chez Zone Bourse. Nicolas, bonjour, bienvenue. Bonjour, Dites, l'année est finie, Nicolas. On est le quoi 27 octobre. On aimerait bien qu'elle s'arrête maintenant. Je sais pas, ça n'arrête pas de monter, donc... 20% sur le CAC, 30% sur le S&P, c'est une belle année. Ouais. Voilà, si on pouvait finir plus ou moins dans les zones actuelles, je pense que tout le monde serait très content. Ouais. Il nous reste en fait 38 séances à côté jusqu'au 17 décembre, date à partir de laquelle les gérants, les traders, tout le monde va partir en vacances pour les fêtes. Donc voilà, on a peu d'échéances, peu de choses attendues, d'importance pour cette fin d'année. Donc on espère toujours être laissé porter par ce doux trend haussier qui a bercé l'année 2021. C'est quand même incroyable, on en parlait avec Julien juste avant, mais on voit bien, et on l'a vécu au mois de septembre ensemble, vous étiez venu nous voir début septembre, Nicolas, l'inflation collante, la perte de vitesse de croissance alimentée notamment par le coup d'arrêt brutal de l'économie chinoise à travers la reprogrammation notamment de son secteur immobilier. J'en oublie d'autres, mais enfin voilà, on faisait la liste des craintes, des inquiétudes de marché. Et ce qu'on constate, c'est qu'un mois et demi après, le S&P 500 est au plus haut historique, les indices européens sont quasiment revenus sur leur sommet de la fin de l'été. Rien ne peut stopper visiblement la marche en avant des indices boursiers. Alors en fait, quand on était début septembre, après l'été, qu'on était pratiquement sur les plus hauts et qu'il y avait effectivement quelques cailloux dans nos chaussures, les opérateurs étaient un petit peu frileux, avaient envie d'attendre que la rentrée se fasse et puis peut-être qu'on aille jusqu'à cette saison des résultats. Et on voyait le verre à moitié vide, en fait. Aucun de ces facteurs baissiers n'a été assez fort pour déclencher en fait une vague de baisse. Et étant donné que tout le monde a envie de rentrer dans le marché pour pouvoir profiter du trend en place et des perspectives de 2022 qui quand même s'avèrent pour l'instant très bonnes en termes de croissance et de résultats d'entreprise, eh bien le marché a buy the dip. Ouais. Donc on avait vu effectivement ensemble le 6 ou 7 septembre qu'à ce moment-là, le CAC était à 6700 points, qu'il pouvait perdre 3 à 5%, et que c'est ce qu'on attendait, nous, pour pouvoir continuer de consolider nos achats et miser sur une belle fin d'année. Voilà, on a touché les 6400 points, ça ne voulait pas aller plus bas, il y avait une résilience du CAC 40 qui était extrêmement forte, et nous voilà de nouveau pratiquement sur les plus hauts, que ce soit d'ailleurs sur les big cap, les mid cap, les small cap, donc il y en a pour tout le monde est heureux. Alors, si on revient un petit peu sur ces fameux cailloux, Evergrande, ça a été un peu mis sous le tapis. Hier, Reuters nous annonçait que la Chine demande au PDG d'Evergrande de payer les dettes avec ses deniers. Bienvenue en Chine. Oui. La Chine injecte. En 10 jours, là, on a eu des soutiens de la part du gouvernement sur les marchés qui sont les plus forts depuis janvier dernier. Donc on voit bien que la Chine est de nouveau au chevet de son économie, de ses marchés. C'est pas un grand plan de relance, mais c'est un soutien qui permet de piloter et de gérer la situation actuelle. Elle est là. C'est juste... Oui. On est là. Ouais. S'il y a quoi que ce soit, les grands promoteurs immobiliers chinois ont rencontré le régulateur et on parle de restructuration de la dette à moyen long terme. Donc en fait, ça, c'est bon. Ouais. Voilà. L'inflation est forte, mais elle est plus ou moins transitoire. On s'est habitué. C'est bon. Les opérateurs s'acclimatent de hausses de taux potentielles. Vous en avez parlé juste avant. De hausses de taux dès juin-juillet 2022. Il faut se souvenir, il n'y a même pas 6 mois, le discours de la Fed, c'était « on n'a pas encore commencé à réfléchir, de discuter du tapering ouais. ». Quelques mois après, on en a intégré non seulement le tapering, mais 2 hausses de taux de la Fed d'ici décembre 2022. Alors que ce n'est même pas son discours. Son discours est plutôt soft de « on va normaliser, on va peut-être monter les taux une fois fin de l'année prochaine ». Le marché, lui, c'est bon. Il est déjà sur 2 hausses de taux et il s'acclimate parfaitement. Ensuite, on avait ce petit ralentissement macroéconomique, mais en fait, c'est une normalisation. C'est-à-dire qu'après un premier semestre exceptionnel, la fameuse reprise en V, la sortie de post-Covid, on a eu une normalisation, mais pareil, les opérateurs voient le verre à moitié plein. À l'avenir, la croissance va repartir. On a encore des plans aux États-Unis. On devrait avoir une croissance forte et supérieure à la normale en 2022. Donc, on est bon aussi sur ce volet-là. Les banques centrales continuent d'injecter, de toute façon, on en avait parlé la dernière fois, c'est pratiquement 1 milliard toutes les heures, donc je veux dire, à ce rythme-là, c'est normal, il y a un acheteur en carnet qui dit « allez-y, donnez-moi ». Et puis, les publications d'entreprise, ça va super bien. Rassure.
On est sur un très beau rythme, on est sur des records historiques de bénéfices aux États-Unis. On n'a pas encore l'impact en fait très fort de la rupture des chaînes d'approvisionnement et de la hausse des coûts des matières premières qui pourraient venir peser sur les marges dans certains secteurs. On l'a pas sur ce trimestre-là en fait. Alors c'est là où il faut peut-être un peu prudence garder parce que ça devrait commencer à cogner le trimestre prochain. Mais à court terme, le marché, encore une fois, veut se dire c'est bon, on est bien sur ce trimestre. Là, cette semaine, on a la plus grosse, le plus gros trafic en termes de publication. On a les GAFA qui publient. On a des chiffres, mais qui sont stratosphériques. Je veux dire, quand on voit qu'Alphabet délivre 41% de croissance, que Microsoft fait 17 trimestres de croissance consécutifs, que la croissance accélère, 37% de croissance dans le cloud, 20 milliards de bénéfices trimestriels. Enfin, je veux dire, on est sur des chiffres qui sont absolument fantastiques, sur des trends qui sont forts et qui ne vont pas s'arrêter demain. Donc tout le monde est content. Bon, c'est le rouleau compresseur. Encore une fois, et l'histoire passée, récente encore, nous montre que chaque trou d'air est un point d'entrée pour ceux qui sont un peu trop en dehors du marché. Est-ce que quand même, il faut s'inquiéter à un moment des niveaux de complaisance? Parce que beaucoup de choses sont aussi dans les cours de bourse. Alphabet, Google, Microsoft, évidemment, c'est spectaculaire, mais... c'est quand même globalement ce qu'on attendait de ce genre de mastodonte aujourd'hui. C'est pas une surprise pour qui suit les résultats de Microsoft et de Google depuis des années. Est-ce qu'on atteint quand même des niveaux de complaisance? Est-ce que cette hausse est solide là, ou est-ce que c'est une hausse qui se fait avec beaucoup de complaisance aujourd'hui, Nicolas? Contrairement peut-être au mois de septembre, où effectivement là il y avait des inquiétudes qui peut-être alors effectivement, on vient de passer de pessimisme à complaisance. Pas encore à de l'euphorie. On n'est pas à de l'euphorie quand on regarde les indicateurs de sentiment comme le Fear and Greed Index de CNN Money. On est sur les plus hauts de l'année, mais à 70 sur 100. On parle d'euphorie au-dessus de 80 points sur 100. À très court terme, on vient de passer de 6400 à 6800 points. Et bon, on le fait peu, mais si on parle de très très court terme, là tout de suite maintenant, effectivement, j'ai l'impression que le marché a anticipé la saisonnalité positive, anticipé la fin d'année positive, anticipé les très bons résultats. D'où l'idée, c'est maintenant la fin de l'année. Enfin, on est déjà peut-être dans ce rallye de fin d'année d'une certaine manière. Je ne m'attends pas à d'accident baissier d'ici la fin de l'année, mais je ne m'attends pas non plus à une très forte hausse. Je verrai plutôt des prises de bénéfices sur les big caps post-publication dans les 3-4 semaines à venir. Et puis peut-être pour ceux qui font du plus court terme, retourner sur les small caps qui avaient été un peu délaissés. En fin d'année, on sait qu'on a le window dressing, qu'on peut avoir de la volatilité qui revient. Alors on fera très attention, comme d'habitude, aux biotech françaises. Eritech récemment, échec clinique, moins 40%, DBV ce matin, moins 15%, Valneva, augmentation de capital, moins 15%. Donc faites des small caps, oui, mais évitez les biotech en France. Oui, sachez que c'est spéculatif. Voilà, de toute façon, chaque profil d'investisseur, il faut connaître votre profil d'investisseur. Mais si on est justement dans une logique d'investissement, là, aujourd'hui, Nicolas, où est-ce que vous voyez de l'intérêt chez Zone Bourse? Est-ce qu'il y a encore des évidences dans le marché pour vous, pour celui qui a des horizons de temps un peu plus longs que la journée, la semaine? Nous, on fait du stock picking pur. Là, on va chercher des cas particuliers. Donc, je vous avais dit la dernière fois qu'on avait rentré LVMH sur le trou d'air du luxe. Voilà, ça c'était tactique et c'était vraiment très court terme à ce moment-là. Là, on a été faire du stock picking. On a par exemple rentré Volkswagen. On s'est dit qu'après une consolidation des cours qui avait duré 6 mois, une fois la pénurie de composants passée, avec les voitures électriques, avec sa position en Europe, on se dit que Volkswagen a les armes pour plaire. Voilà. On est allé chercher le pendant européen qualitatif et beaucoup moins spéculatif que Tesla. Après Ultra Stock Picking, on va en Italie chez ELEN, un spécialiste des lasers qui va faire du laser dans le médical, mais aussi dans le domaine industriel, qui a une belle croissance, qui est complètement décorrélée des indices. Entre 2018 et 2023, en gros, sur 5-6 exercices, la société voit son chiffre d'affaires augmenter de 100%.
Là, post-Covid, on sort de la crise. On s'attend cette année, les analystes s'attendent à 40% de hausse du chiffre d'affaires, une augmentation des marges et de la rentabilité. Donc voilà, on va chercher des petites choses comme ça. Et la dernière, c'est Technip Energies, qui détient... Oui, je vais vous demander la thématique de l'énergie. Là, comment est-ce qu'on peut, alors là aussi, ou dans une logique tactique ou plus stratégique, est-ce qu'il y a des choses à faire? Puisqu'on parle que de ça en ce moment et que cette crise énergétique s'installe dans le paysage. On n'aime pas les parapétrolières françaises. On trouve que c'est des dossiers surendettés qui ne sont pas très qualitatifs. Rentrer du Total Energy maintenant, après 30% de hausse, ne nous met pas forcément à l'aise. Mais le cas particulier de Technip Energies, qui a énormément de cash, plus que sa valo actuelle, qui est en train de développer le renouvelable, c'est une des thématiques, un peu un méga trend des trimestres passés et à venir. Donc on a fait ces paris-là pour finir l'année. Merci beaucoup Nicolas. Merci pour votre analyse de marché, ces quelques idées que vous soutenez chez Zone Bourse. Nicolas Chéron qui était avec nous en plateau, stratégiste donc chez Zone Bourse. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.